أول دليل حقيقة كنت أقرأ في غرائب المخلوقات، كنت أقرأ فقرأت وجدت أن هنالك نوع من البعوض نعم. إذا أراد أن يتكاثر لما يصير موسم التكاثر ويبيض في الأنهار والبرك يضغط على جسمه في فتحات في جسمه، يضغط يطلع سائل يجف بالهواء، شلون خيط العنكبوت خيط الحرير يجف ويصنع منه قوارب زوارق صغيرة. هذا البعوض الكبير، البعوض الأمهات نعم تصنع زوارق صغيرة تضع فيها البيوض في الأنهار. سبحان الله. تضع نعم زوارق ثم تموت الأم. طيب. تموت ثم تخرج اليرقات وتفقس وتكبر. اليرقات عندما تتكاثر تفعل نفس الفعل، تكبر تكون بعوضا، ثم لما موسم التكاثر تضغط على جسمها وتصنع قوارب وتضع البيض فيها وتموت. نعم. Mixed with vegetation and turned into custom blended adobe they are skilled at shaping. Facing more than a month of construction, they keep a close watch on how big the internal space must be. It needs to accommodate a clutch of 2 to 4 eggs and an adult to incubate them. Leurs ailes puissantes, d'une envergure d'environ 2 mètres, leur permettent de soulever de lourdes charges. Ils sont les rois de la cabane perchée. Les pirargues à tête blanche construisent les plus grands nids de toutes les espèces d'oiseaux. L'un d'eux faisait 6 mètres de haut et plus de 3 mètres de diamètre. Leur poids peut dépasser 2 tonnes. Ils travaillent en couple pour créer un lacis. Il y a toujours quelqu'un à la maison. C'est surtout la femelle qui surveille les œufs et les retourne. Mais papa donne un coup de main. Il peut encore faire frisquet. It often happens about midway through the menstrual cycle, although the exact timing may vary. In preparation for ovulation, the lining of the uterus or endometrium thickens. The pituitary gland in the brain stimulates one of the ovaries to release an egg. The wall of the ovarian follicle ruptures at the surface of the ovary. The egg is released. Finger-like structures called fimbriae sweep the egg into the neighboring fallopian tube. The egg travels through the fallopian tube, propelled in part by contractions in the fallopian tube walls. Here in the fallopian tube, the egg may be fertilized by a sperm. If the egg is fertilized, the egg and sperm unite to form a one-celled entity called a zygote. As the zygote travels down the fallopian tube toward the uterus, it begins dividing rapidly to form a cluster of cells resembling a tiny raspberry. When the zygote reaches the uterus, it implants in the lining of the uterus, and pregnancy begins. If the egg isn't fertilized, ce noyau fusionne avec celui de l'ovule qui lui contient le patrimoine génétique de la maman. De cette fusion,
l'œuf se divise en 2, puis en 4, en 8 et enfin en 16 cellules identiques. En même temps, il descend dans une sorte de poche appelée l'utérus. Au 6e jour, l'œuf sort de sa coque et se niche dans la paroi de l'utérus où il se développera pendant 9 mois. Les muscles et tous les organes se positionnent et grandissent. Sur son visage, tu peux distinguer ses futurs yeux. Peu à peu, ses bras et ses jambes se forment. Il a 7 semaines, il mesure 6 mm, la taille d'un petit pois. Son visage se dessine et son cerveau grandit très vite, bien à l'abri dans l'utérus qui le protège des chocs. Maintenant, on ne l'appelle plus embryon, mais fœtus. C'est la fin du 2e mois. Il mesure 3 cm, la taille d'une noix. Tu ne trouves pas qu'il ressemble déjà à un bébé? Regarde, il commence à bouger, sentir bouger. D'exploration de fiction, c'est-à-dire la création de cette absence, de cet absent qui est Dieu, et le passage des Juifs qui étaient probablement un peuple polythéiste, comme tous leurs voisins, et qui d'un coup devient monothéiste. Mais la grande question, c'est comment est-ce que cet absent, que précisément on ne peut pas voir, on ne peut pas toucher, on ne peut pas même figurer, et chez les Juifs on ne peut pas nommer, comment cet absent a eu une importance aussi grande dans nos vies, dans la structuration de la cité, et comment nous avons nous-mêmes, eh bien, en gros, construit des chaînes qui nous relient à cette absence. Et qu'aujourd'hui, finalement, dans nos vies quotidiennes, progressivement, c'est ça, cette sécularisation, et moi j'en fais pas un modèle, en fait, je l'explore, cette sécularisation qui peut parfois être masquée par le retour du divin et la question de l'extrémisme religieux, mais comment, finalement, on arrive à vivre sans même cette absence, sans même se poser la question de cette absence. Et c'est ça qui est intéressant dans la phrase de Jean-Paul II, c'est qu'en fait il dit, comme si Dieu n'existait pas, que même ceux qui y croient en réalité vivent finalement en Europe comme si Dieu n'existait pas. Abdenour Bidar, est-ce que c'est la bonne question à se poser? Eh ben, la question c'est de savoir si on va réussir, entre guillemets, à se débarrasser non seulement de l'idée de Dieu, mais peut-être de Dieu lui-même s'il existe. Bon, s'il existe, il va peut-être falloir à un moment trouver le moyen de lui demander son avis. Et de ces chaînes qu'évoquait Raphaël Glucksmann. Et de ces chaînes. Alors, bon, là aussi, quelque chose de complexe, puisque le religieux a toujours été, pour l'homme, synonyme d'un certain nombre d'enchaînements. On pense aux obscurantismes, des dogmatismes, etc., etc. Mais il a été aussi il a en tout cas prétendu à être un ensemble de liens qui libèrent, c'est-à-dire qui libèrent en l'homme la possibilité d'un commerce, c'est-à-dire d'une relation avec une transcendance. Qui d'ailleurs, et vous évoquiez le christianisme, nous attend toujours aux confins de l'humain et du divin. C'est-à-dire que dans la religion et dans la relation à Dieu et dans je dirais, la confrontation à ce concept de Dieu, l'homme a toujours eu rendez-vous en même temps, ou en tout cas a toujours pensé qu'il avait rendez-vous en même temps avec lui-même. C'est le fameux paradoxe du Dieu homme ou de l'homme Dieu. Et de ce point de vue-là, la question, va-t-on réussir à en finir un jour avec le concept de Dieu
إنه